Bien, mes chers camarades, bonjour à toutes et à tous. Mes félicitations pour les votes sur le rapport d'activité de trésorerie. Faire 100% qui plus est avec les 20 millions de voix de l'UNI, il faut le faire. Serge, tu auras du mal à faire mieux la prochaine fois. Mes chers camarades, je vais bien entendu faire devant vous un point sur l'actualité économique et sociale et bien entendu vous parler notamment des fameuses ordonnances sur le travail, mais pas uniquement, puisqu'il y a aussi des dossiers qu'on a devant nous, tels que la formation professionnelle ou l'assurance chômage. Mais avant d'aborder ces dossiers, je voudrais faire un petit détour, parce que tout ça ne tombe pas par hasard, comme on dit, comme un cheveu sur la soupe. Un petit détour du côté international, sans revenir sur une analyse détaillée au niveau international. Philippe et Oliver en ont parlé, mais tout simplement pour vous rappeler 2 ou 3 choses importantes. Depuis les années 70-80, notamment les années 80, 2 choses ont été, selon moi, importantes au niveau international. Je ne dis pas qu'il n'y a que ces 2 choses, mais si l'on veut retenir 2 éléments importants, c'est quoi? Premier élément, je dis souvent en ce moment, si vous ne devez retenir le nom d'un seul économiste qui a énormément pesé sur la situation depuis les années 80, il s'appelle Milton Friedman, de l'école de Chicago. Cet économiste qui a été un des principaux conseillers, ou en tous les cas qui a inspiré fortement, y compris le gouvernement de M. Reagan ou le gouvernement de Mme Thatcher au Royaume-Uni, mais qui a aussi été un des conseillers principaux du gouvernement de Pinochet au Chili. Cet économiste ultralibéral a été un de ceux qui a amené ce qu'on appelle aujourd'hui la financiarisation de l'économie. C'est sur la base des théories de Friedman et de son école, par exemple, que se sont développés avec d'autres économistes ensuite, le fait qu'une entreprise avait d'abord comme priorité, exclusivement comme priorité, de servir les actionnaires à travers les dividendes et non les salariés ou les clients. C'est un élément clé dans l'évolution économique, pas simplement aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais dans l'ensemble des pays de la planète, en tous les cas du monde capitaliste, mais qui est le monde le plus important aujourd'hui depuis les années 70 ou 80. Deuxième élément important au niveau international. Un peu plus tard, c'est l'effondrement du bloc soviétique. Nous avons bien entendu à l'époque, et nous avions raison, souligné l'importance de l'effondrement d'un système qui était un système totalitaire. Pour autant, il y a une tendance, comme on dit, à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et que du côté du monde occidental dit capitaliste, ils se sont sentis pousser des ailes. Et les 2 éléments font qu'on a assisté à une forme d'emballement capitaliste, d'emballement ultralibéral, appelez ça comme vous voulez, dans tous les pays du monde depuis les années 80. Et on n'y échappe pas. Alors, comme toujours, le capitalisme a des crises, des difficultés économiques, des soubresauts, des reprises. Philippe parlait tout à l'heure de la crise financière de 2008, qui fait partie des événements importants ces dernières années. Mais il n'en reste pas moins que sur la tendance, ce que nous connaissons globalement dans notre pays, d'autres pays le connaissent. Et que ces conditions internationales ont effectivement pesé sur les politiques européennes et les politiques nationales. Oliver parlait tout à l'heure du comité exécutif de la Confédération européenne des syndicats. J'y étais moi-même hier, où l'on voit très bien aujourd'hui qu'au sein de la Confédération européenne des syndicats, c'est-à-dire entre les organisations syndicales membres de la Confédération européenne des syndicats, on dit toujours la CES, mais la CES c'est qui? Les décisions se prennent par les organisations membres à l'intérieur du comité exécutif, les organisations membres et les fédérations européennes. Il y a aujourd'hui et depuis quelque temps maintenant, y compris parce qu'il y a eu la crise de 2008, une solidarité forte, des revendications communes sur l'Europe sociale, sur la directive détachement, sur les questions économiques qui font qu'il y a une solidarité de plus en plus grande et de plus en plus forte, et on peut s'en féliciter entre les organisations. Mais dans le même temps, la construction européenne, les modalités
de cette construction européenne qu'on a contestée fortement depuis de nombreuses années, commence à peine, je dis bien, à se modifier. La commission Juncker est meilleure que la commission Barroso, mais entre nous, il n'y avait pas beaucoup de difficultés à être meilleur que Barroso, même si c'est très léger et que ce que propose la commission Juncker ne correspond pas aux revendications des organisations syndicales membres de la Confédération européenne dont nous sommes. Et nous sommes européens. Je le dis, nous l'avons toujours été, nous faisons partie prenante de la création d'abord de la Confédération européenne des syndicats libres dans le cadre de l'ancienne internationale qui était la CSN, et nous sommes également partie prenante de la construction de la Confédération européenne des syndicats, même si nous avons eu une période critique parce qu'on est au niveau européen comme au niveau national, libre de notre comportement, à une époque sur les discussions à l'intérieur de la CES, mais aujourd'hui nous sommes bien souvent en très grand accord et en proximité avec les analyses que nous faisons dans le cadre de cette organisation. Ces deux éléments, mes chers camarades, à la fois l'aspect politique international, financiarisation de l'économie, bulldozer capitaliste, bulldozer libéral depuis le début des années 90, la France comme l'Europe n'y ont pas échappé. Voilà le petit détour que je voulais faire pour vous parler du contexte général. Et quand on discute, comme hier, avec les camarades européens, on voit bien, et l'Institut syndical européen a fait des études très intéressantes en la matière, que les mêmes tendances sont à l'œuvre partout, au moins au niveau économique et social. Donc j'en viens maintenant à la situation nationale. Mais ayons bien conscience que ce que nous vivons, d'autres le vivent. Et d'autres le vivent encore pire que nous, si je puis m'exprimer ainsi. Et j'en viens tout de suite aux ordonnances. Pour comprendre la situation, mes camarades, il faut faire un petit retour en arrière. Ah, pas long, un an. C'est pas beaucoup, un an. 2016, la loi dite El Khomri. J'aime pas qu'on appelle les lois avec les noms des ministres parce que, franchement, c'était pas elle qui était responsable, mais peu importe. Appelons-la comme ça puisque les journaux l'appellent comme ça. Je vous rappelle que cette loi, on l'a découverte dans un journal, nous et les autres, qui n'avaient pas eu de concertation aucune. C'est le Parisien qui avait un jour sorti le projet de loi du gouvernement en matière de travail. Je vous rappelle également le contexte et la période dans laquelle ce projet de loi intervient. Avec un quinquennat en bout de course, dernière année, l'absence de majorité du gouvernement et du président à l'Assemblée nationale, puisqu'il a fallu tout faire passer au 49.3, et absence de concertation. Ça veut dire qu'à ce moment-là, on a rencontré deux problèmes. Un, une contestation sur le fond de la loi. Et je vous rappelle que c'est nous qui avons popularisé l'inversion de la hiérarchie des normes. Je me souviens très bien qu'en 2016, quand je commençais à parler d'inversion de la hiérarchie des normes, on disait « mais de quoi il nous parle? C'est quoi cet ovni ?» Et qu'au fur et à mesure, on a expliqué les choses. Or, c'était quoi l'inversion de la hiérarchie des normes? Et c'est quoi l'inversion de la hiérarchie des normes? Parce que la loi El Khomri est toujours en vigueur, et au passage, je rappelle que nous demandons toujours son abrogation. L'inversion de la hiérarchie des normes dans la loi El Khomri, c'est la suppression du niveau national de la branche, donc de la convention collective nationale, pour ce qui concerne le temps de travail. Et rappelez-vous ce qu'on expliquait à l'époque, que le gouvernement était en train d'entrouvrir une porte dans l'inversion de la hiérarchie des normes sur le temps de travail, et que demain, un autre gouvernement, quel qu'il soit, l'ouvrirait complètement. Sous-entendu sur les autres dispositions du Code du travail, les salaires, les classifications et tout ce qu'on peut imaginer. Donc nous avons mené la bagarre sur d'autres thèmes, mais essentiellement sur ce thème-là. Et après, il y avait un problème de méthode, en ce sens où il n'y avait aucune concertation. Je me souviens très bien, j'ai même écrit un bouquin là-dessus, je me souviens très bien que lors des discussions qu'on arrivait de temps en temps à avoir avec les pouvoirs publics, comme c'est le rôle de notre syndicalisme, je rappelle, nous sommes une organisation réformiste. Ah, réformiste particulière. Nous ne sommes pas des bénis oui-oui. Nous ne sommes pas non plus des bénis non-non. Quand nous avons une position, nous la défendons. Mais quand on peut discuter, on discute. Et l'année dernière, nous avons présenté des propositions, des contre-propositions à différentes reprises au gouvernement. Et au passage, ce n'est pas la ministre du Travail qui bloquait, c'est même pas le Premier ministre, qui ne connaissait pas beaucoup ces questions-là, mais qui ne bloquait pas non plus.
Le mur que nous avons rencontré l'année dernière, qui refusait tout débat, c'était le président de la République, François Hollande. C'était lui qui était responsable de cette situation. Ah, au passage, tiens, une anecdote qui n'a rien à voir avec ça. Il y a quelques jours, je visitais une entreprise. C'est une anecdote réelle. Et un camarade me dit, tu sais, lors d'une manifestation, je suis sorti de la manifestation et que mon drapeau est faux. Et il y a un jeune avec une capuche qui m'a vu et qui a regardé le drapeau, qui m'a dit, bon, est faux, c'est quoi? Ah ouais, c'est François Hollande. Ce qui m'a permis de lui dire, oui, il avait juste fumé le hache. Voilà. Donc, refus du président de la République à l'époque de discuter quoi que ce soit. D'où, à partir de là, quand vous êtes en désaccord sur le fond et que vous n'avez aucune concertation possible, pas d'autre solution, mes camarades, que de contester et de manifester. Ce que nous avons fait l'année dernière. Et sans aucune hésitation, parce qu'il fallait à la fois condamner le fond et la méthode de ce gouvernement. Au passage, bon, c'est vrai qu'on n'a pas gagné grand-chose. À l'issue des manifestations, il n'y a pas eu beaucoup d'améliorations. Peut-être une des conséquences, mais ce n'était pas l'objet, ce n'est pas notre rôle, c'est que ça a peut-être été un des éléments qui ont empêché le président de la République de se représenter. Pas le seul, il y en a eu d'autres. Mais c'était un effet indirect du combat que nous avons mené l'année dernière. Arrivent les élections présidentielles, dans le contexte que l'on connaît. Il faut remarquer d'ailleurs qu'il n'y a pas qu'en France où il y a des surprises. Qui aurait pu prévoir l'élection de Donald Trump aux États-Unis 2 ans avant? Qui aurait pu prévoir le résultat du référendum au Royaume-Uni avec le Brexit? Qui aurait pu prévoir ce que Oliver a dit tout à l'heure, les scores réalisés par le parti d'extrême droite, l'AfD, aux élections en Allemagne, ou qui aurait pu prévoir les dernières élections autrichiennes? Donc il y a beaucoup de surprises, ce qui au passage est révélateur d'une chose, c'est qu'il y a une crise de confiance, d'une manière ou d'une autre, vis-à-vis non seulement de modes de fonctionnement de nos démocraties et des politiques économiques et sociales qui sont suivies dans les différents pays, que ce soit en Europe ou hors Europe. C'est évident. Donc, qui aurait pu prévoir en France, il y a 2 ans, qu'Emmanuel Macron deviendrait président de la République? Pas grand monde, mes camarades. Je rappelle au passage qu'à nouveau, nous avons été la seule organisation syndicale française à n'avoir donné aucune consigne de vote direct ou indirect au premier comme au deuxième tour. À nouveau. Et regardez bien, d'autres ont donné des consignes de vote directes ou indirectes à l'occasion de ces élections présidentielles. Nous sommes restés fidèles à ce que nous sommes. C'est une des composantes de notre indépendance, ça n'est pas la seule. Nous nous adressons aux travailleurs, nous ne nous adressons pas aux citoyens. C'est le rôle des partis politiques de s'adresser aux citoyens, mais nous nous adressons aux travailleurs, qu'ils soient actifs, chômeurs ou retraités. Qu'est-ce que dit le candidat Macron pendant la campagne électorale? Sur les questions qui nous intéressent. Il dit qu'il va faire des ordonnances sur le code du travail. Il dit que dans ces ordonnances, il y aura plus de poids à l'entreprise. De temps en temps, il a employé le mot de la branche. Il dit qu'il va réformer l'assurance chômage, la formation professionnelle, etc., etc. Et l'image que j'ai donnée après les élections, c'était de dire qu'il a mis des têtes de gondole. Ceci étant, il n'y a rien dans les rayons, on ne sait pas ce qu'il y a. Il est élu. Il est élu et il nous rencontre. Je vous explique comment les choses se sont passées. C'est vrai qu'on n'a pas pu tout expliquer pendant l'été. Pourquoi on n'a pas pu tout expliquer? Tout simplement, mes chers camarades, quand vous négociez vous-même, ou au niveau national, ou dans vos entreprises, vous ne pouvez pas expliquer le déroulement de la négociation. Vous ne pouvez pas tout expliquer. Parce qu'à un moment, vous pensez que vous avez obtenu quelque chose et 3 jours après, vous ne l'avez plus. Ou parce que si vous dites quelque chose publiquement, le patronat va repasser derrière et ça va disparaître. Donc, il y a eu une série de discussions pendant plus de 3 mois où il y avait des allers-retours, des choses différentes, des choses qu'on gagnait, des choses qu'on ne gagnait plus. Enfin, c'est tout ce qui relève d'une négociation sur la forme, même si à la fin, il n'y a pas de signature. C'est pas un accord interprofessionnel, hein, c'est une concertation qui avait la forme d'une négociation. Quand le président de la République fait le tour des uns et des autres après son élection, fin mai, il demande à nous voir les uns et les autres séparément. Quand je le rencontre au nom de FO, qu'est-ce qu'il me dit? On discute d'abord sur le contexte de la présidentielle. Il lui explique que selon nous, 2 choses. Les voix qu'il a fait, il ne faut pas qu'il pense à une seule seconde que c'est sur son programme obligatoirement. Le contexte du 2e tour fait que des gens ont voté pour lui, mais ça n'avait pas de rapport avec son programme.
D'ailleurs, au passage, vous savez, je commence à être une vieille bête, moi, comme Philippe. Ça fait le 4e président de la République que je côtoie, en tant que secrétaire général. Ils ont tous fait la même erreur. Et ils font tous la même erreur. Ils pensent tous qu'ils sont élus sur leur programme. Or, ce n'est pas vrai dans une présidentielle en France. Les gens ne votent pas par rapport au programme des uns et des autres. Comme le dit un sociologue, Caillé, la France est une monarchie sans culottiste. Ça veut dire qu'une élection présidentielle, on élit quelqu'un parce qu'on ne veut pas d'un autre, parce que ceci, parce qu'il est jeune, parce que ceci, parce que cela, mais ça n'a rien à voir avec le contenu des programmes. La preuve, un seul exemple. Combien de fois pendant la campagne électorale, il a dit qu'elle allait augmenter la CSG? Personne n'a rien dit. Une fois élu, il redit qu'il augmente la CSG, et là, les gens, à juste titre, protestent contre l'augmentation de la CSG. C'est bien une preuve parmi d'autres que les élections présidentielles, ça pose peut-être des problèmes constitutionnels, ce n'est pas notre objet, mais ce n'est pas une élection comme une autre. Et il m'explique que son premier dossier, le premier dossier qu'il va traiter, c'est le Code du travail via des ordonnances. Je vous rappelle ce que sont des ordonnances. Les ordonnances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement veut aller vite, qu'il demande au Parlement, c'est prévu dans la Constitution, les ordonnances, qu'il demande au Parlement l'autorisation de faire des ordonnances, ça s'appelle un projet de loi d'habilitation. Si le Parlement autorise le gouvernement sur toute une série de thèmes à faire des ordonnances, le gouvernement écrit les ordonnances. Une fois qu'il les a écrites, il les publie. Elles ont tout de suite force de décret. Et ensuite, il les fait ratifier par le Parlement, ce qui aura lieu pour nous au mois de novembre. Et il n'y aura pas de surprise, hein, le Parlement, vu la majorité, ratifie. Mais il n'y a jamais vraiment de débat de fond. Le Parlement va vérifier en novembre que les textes des ordonnances correspondent bien aux thèmes qui ont été indiqués au mois de juillet. Et il m'explique, comme il a expliqué aux autres, qu'en juillet, projet de loi d'habilitation, en août, projet de loi de ratification. Et tout de suite, je lui explique, au nom de FO, que ce n'est pas possible. Que sortir des ordonnances, quelles qu'elles soient, ou un texte de loi ou un projet de loi en plein mois d'août, c'est de la provocation. Faire ça en plein mois d'août, c'est de la provocation. Il me dit, qu'est-ce que vous proposez? Il dit, nous, on veut une véritable concertation. C'est quoi une véritable concertation, me dit-il? Je dis, c'est 3 choses. 1, il faut décaler le calendrier. Les autres syndicats ont demandé la même chose. Il faut décaler le calendrier après le mois d'août. 2, il faut tout mettre sur la table. On discute de tout. C'est une discussion, ce n'est pas une négociation formelle, mais on discute de tout. 3, nous aurons ce que j'ai appelé des lignes rouges, et on verra à ce moment-là si elles sont respectées ou pas. Réponse, ok, je décale. Donc il avait dit à la fin de l'été, donc 21-22 septembre, décale d'1 mois, et on essaye la concertation. À partir de là, mes camarades, quand on demande une concertation, que cette concertation a lieu, eh bien on discute, sinon on ne fait pas notre travail de syndicaliste. Et il y a eu 2 comportements syndicaux différents pendant la période, il faut que vous le sachiez. Les 5 secrétaires généraux, CGT, CFDT, FO, CFTC, CGC, on s'est vu 3 fois. Ah, on ne l'a pas rendu public au départ. Première fois qu'on s'est vu, c'est le 5 juin. Donc on avait tous vu une fois le président de la République. Et on discute, discrètement, puisque certains ne voulaient pas que ça se sache. On discute, il y en a un même, je ne dirais pas qui dit ce serait bien si on fait un programme commun des 5 confédérations sur tous les thèmes. Je dis oui, c'est une bonne idée, mais je crois que dans 5 mois, on y est encore. Hein. Se mettre d'accord entre nous, ça va être un peu compliqué. Et c'est moi, au nom de FO, qui suggère, est-ce que l'on peut au moins discuter entre nous pour voir si on peut avoir entre nous quelques lignes rouges communes. On discute et on constate qu'il y a quelques lignes rouges qui peuvent être communes. Et je propose aux 4 autres qu'ils l'acceptent. Je dis, moi, je pars demain à Chambéry. C'était au congrès des cadres FO. Je dis, si vous voulez, moi, je dresse sur une page une synthèse de nos lignes rouges. Je vous l'envoie sur votre mail perso. Vous me faites un retour rapide. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Je fais ça. Un jour après, tous m'avaient répondu avec des amendements à la marge. Et on convient à 5 de dire, voilà, après, chacun a ses propres revendications, bien entendu. On convient à 5, séparément, devant le gouvernement, de défendre ces lignes rouges. Là-dedans, il y a la branche, il y a toute une série de choses. À partir de là, mes camarades, on se quitte. Il y a eu une organisation, pour ne pas la citer, la CGT,
qui, sans demander rien à personne, décide de lancer le 12 septembre. C'est son droit, moi je ne juge pas. Il ne nous a pas demandé si on voulait y aller, ni aux nous, ni aux autres. Mes chers camarades, quand vous négociez dans vos entreprises, ou au niveau national, ou quand vous êtes dans une concertation, si vous rentrez dans la concertation en disant « on va discuter, mais je vous préviens, dans un mois on est en grève », ça veut dire que vous ne voulez pas discuter. Les choses sont claires. Donc on est, nous, entrés dans la concertation. Concertation qui a duré non-stop tout l'été. De la fin mai, début juin, même plus que ça s'est terminé au mois de septembre, y compris après la publication, enfin, pas la publication, après la présentation des ordonnances le 31 août, on a encore eu ensuite des concertations. Il y a eu les 7-8 réunions officielles dont tout le monde a parlé, celles auxquelles la CGT a participé. Et nous, on n'a pas arrêté pendant tout l'été de redemander des réunions, de redemander des contacts, de redemander des coups de fil, etc., pour peser le plus possible dans ces discussions. Ah, le film aurait pu être différent, hein. Imaginez un seul instant, on ne fait pas l'histoire, que les 5 confédérations aient chacune de leur côté discuté tout l'été. Ah, il y aurait plus de choses qui auraient été obtenues, vraisemblablement. Et puis au 31 août, quand on faisait l'analyse des textes tels qu'ils sortaient, bah oui, on pouvait se concerter et décider ensemble de faire quelque chose. Sauf que pour faire ça, il ne faut pas décider tout seul. Il faut au moins en discuter entre nous. Alors la CGT a participé aux 7-8 réunions officielles, n'a pas demandé d'autres réunions. Et donc s'est mis en dehors. La CGC, pour être clair, a participé à moitié au milieu du gué à arrêter de discuter. Donc nous, on a considéré qu'on devait, c'était notre rôle, de faire bouger tout ce qu'on pouvait faire. Ça fait notre conception dans le dialogue, dans la concertation. Tout ce qu'on peut obtenir, on l'essaye. Tout ce qu'on peut bloquer, on l'essaye. Puis parce qu'on ne bloque pas, bien entendu. Quand on regarde les choses, 31 août et plus tard, septembre, publication des ordonnances. Oui, j'ai jamais dit, j'ai toujours dit, oui, il y a eu une concertation. On ne va pas mentir, il y a eu une véritable concertation. On s'est discuté, on s'est accroché, on a fait une pression permanente pendant tout l'été. Qu'est-ce qu'on a pu dire qu'on a obtenu ? Chers camarades, ça démarre cette concertation avec une suppression quasiment de la branche et des conventions collectives nationales. Ce n'est pas un hasard. Je vous rappelle la loi El Khomri l'année dernière. Je vous rappelle que, par exemple, quand vous prenez d'autres pays, on en a encore parlé avant-hier, on a fait une réunion, ce qu'on appelle le groupe latin, avec les camarades belges, les camarades italiens, espagnols, portugais, grecs. Je vous rappelle, par exemple, que l'une des premières exigences de la Troïka au moment du déclenchement de la crise financière en 2008, Troïka, donc Commission européenne, Banque centrale européenne, FMI, première exigence vis-à-vis de la Grèce, parmi les exigences posées pour accorder un prêt à la Grèce, il fallait qu'ils remettent en cause l'existence des conventions collectives nationales, ce que le gouvernement grec a fait à l'époque. Je vous rappelle qu'en Espagne, vers 2008-2009, le gouvernement a lui aussi, alors ils n'appellent pas ça en Espagne des conventions de branche, ils appellent ça des conventions sectorielles, mais c'est la même chose. Remise en cause des conventions sectorielles. Même chose au Portugal, mes camarades. Même chose, tentative en Finlande. Quand on discute avec nos camarades allemands, savoir qu'en Allemagne, depuis les milieux des années 90, et vous ajoutez à ça les réformes Hart-Schröder du début des années 2000, aujourd'hui, il y a 50% des travailleurs allemands qui sont sans couverture conventionnelle. Je vous rappelle qu'en France, il n'y a pas que la France, hein, on peut mettre l'Autriche, on peut mettre la Suède avec des systèmes différents. On a encore 95% des travailleurs français couverts par une convention collective ou un statut. Parce qu'il y a des conventions collectives nationales, parce qu'il y a des statuts nationaux. Si vous êtes salarié aujourd'hui d'une TPE, je ne sais pas moi, dans la banque, ou métallurgie, ou la chimie, peu importe, il y a 8 salariés, vous n'avez pas de syndicat dans l'entreprise, donc vous n'avez pas d'accord d'entreprise, et ce qui vous protège, c'est quoi ? Le code du travail, et c'est tout, rien d'autre. Et la convention collective nationale. Si demain, il n'y a plus de convention collective nationale, le seul truc qui vous protège en partie, c'est le code du travail. Pourquoi je dis en partie ? Parce que mes camarades, et c'est un laïc qui vous le dit, même plus un mécréant, le code du travail, ce n'est pas la Bible. Hein. Il y a plein de choses dans le code du travail, mes camarades, qu'on condamne. Hein. Il y a une bonne partie du code du travail, ce sont les employeurs qui l'ont obtenu au fil du temps. Quand vous regardez bien aujourd'hui, regardez toutes les lois dont on demande l'abrogation.
l'abrogation de la loi El Khomri, l'abrogation de la loi Rebsamen, l'abrogation de la loi Macron, des lois Aubry, etc. Ben, elles sont toujours dans le Code du travail, ces lois-là. Hein. Si ça continue, il y a bien un jour, on va demander l'abrogation du Code du travail. Hein. Donc, dans le Code du travail, il y a des trucs, c'est les patrons qui l'ont obtenu. S'il y a plus de 30 contrats de travail différents en France, ce n'est pas les syndicats qui l'ont demandé. On a même un des contrats les plus flexibles au monde, le CDD d'usage, et il est toujours en vigueur. Donc, dans le Code du travail, il faut un Code du travail, hein, que les choses soient claires. Mais dans le Code du travail, il y a des trucs qu'on condamne. Donc, mais quand vous êtes salarié d'une TPE, c'est grâce à la Convention collective nationale que vous êtes protégé. Or, tous les pays qui ont remis en cause les conventions collectives nationales, on a vu partout un effondrement de la couverture conventionnelle, pas simplement au niveau des branches, qui était l'objet, mais y compris par conséquence un affaiblissement du nombre de négociations dans les entreprises. De moitié au Portugal et en Espagne, et puis je vous dis, nos camarades allemands, ils ont... c'est le pragmatisme en même temps. Ils ont, il y a quelque temps, mis en place un salaire minimum, ce qui n'existait pas en Allemagne, et ils sont en train de réfléchir pour mettre en place, par exemple, conscient de cette situation, une procédure qu'on appelle chez nous une procédure d'extension. Donc, la bagarre sur la branche, c'est un élément essentiel. Et on a commencé avec le gouvernement, on a exigé de commencer à discuter de cette situation-là. Et on leur a dit dès le départ, on vous prévient, si l'objet des ordonnances, c'est de tuer la branche, il faut le dire tout de suite parce qu'on arrête la concertation. Nous, c'est un point clé. Donc, on a démarré là-dessus. Ça a été long, ça a été compliqué. In fine, qu'est-ce qu'il en sort, mes camarades? Il en sort que la branche continue à exister. Il y avait 6 thèmes de négociation obligatoires dans la branche, il y en a 13 aujourd'hui. Donc, on a préservé la branche. On a préservé l'existence de la branche. Vous voulez une preuve? Quand nos camarades routiers ils se battent, comment ils règlent le problème? Par la négociation de branche. Quand les dockers, où on est moins présents pour des raisons historiques, se battent, comment ils règlent le problème? Par un accord de branche. Ça veut donc bien dire que la branche est préservée. Alors maintenant, si l'on veut demain modifier un accord de branche, il faudra un accord majoritaire dans les entreprises. Majoritaire à plus de 50%. Ça, les responsables de ça, c'est pas nous. Hein. Ça découle de 2008, ça, mes camarades. D'une position commune, CGT, CFDT, MEDEF, CGPME, qui a mis en place la représentativité et qui avait décidé d'aller progressivement vers les accords à 50%. Donc, on préserve la branche. Et puis la branche, c'est une des différences qu'on a notamment avec la CGT. C'est pas nouveau, ça a toujours existé. Eux croient plus à la loi et nous au contrat. On croit à la loi aussi. Mais nous, historiquement, on n'a jamais dit votez pour les députés un tel, quand ils seront élus, ils feront des bonnes lois pour les travailleurs. Ça, c'est une conception politique du syndicalisme. Nous, on a toujours dit oui, il faut des bonnes lois, mais tout ce qu'on peut négocier au niveau national, que ce soit au niveau interprofessionnel, que ce soit au niveau de la branche, il faut le faire, parce qu'on fait confiance à nos camarades quand ils négocient au niveau des branches, et la pression dans une négociation de branche sur les syndicats est moins forte que la pression dans une entreprise, où on peut subir le poids des licenciements, le chantage à l'emploi. On n'a pas cette pression au niveau de la branche. Et on sait très bien que, par exemple, sur les contrats à durée indéterminée, qui n'étaient pas une demande particulière, quand on obtient que le motif de recours reste dans la loi ainsi que la prime de précarité, que le gouvernement voulait que ça se discute dans les entreprises, on obtient que ça se discute dans les branches. Ben moi, mes camarades, je fais confiance à ma fédération, la FEC, comme aux autres fédérations, pour ne pas se laisser enfler dans les négociations de branches qui auront lieu sur ces différents secteurs d'activité. Donc, on préserve la branche. Deuxième élément qu'on préserve, mes camarades, et qu'on améliore insuffisamment l'indemnité légale de licenciement. Alors, avec un schmilblick à la fin, je ne reviens pas dans le détail, on demandait 100%, on obtient une augmentation de 25%. Tenez, je vous disais, on ne peut pas tout expliquer cet été. À la sortie d'une réunion, il y a quelqu'un d'un autre syndicat qui dit « Ah, on va peut-être avoir 50% d'augmentation ». On n'est pas passé loin. Sauf que de le dire publiquement, le patronat est repassé derrière et c'est redescendu à 25%. Voilà, il y a des choses... Bon, entre nous, je peux aussi dire les choses. En juillet-août, on a bossé tout l'été une partie du bureau confédéral. Bon, on n'a pas beaucoup de coups de fil au mois de juillet-août, hein, mais c'est normal, ça. Hein, donc ça s'est terminé, je dis, en septembre. Donc on obtient par ailleurs, ce qui passe au-dessus de la tête des salariés, j'en conviens, et c'est normal, le fait que pour les formations syndicales, on revient au système antérieur, à savoir que l'employeur maintient la rémunération intégrale, cotisation comprise des salariés, quand ils vont en formation syndicale. Et j'ai réglé il y a 2 jours, on reste au même niveau, enfin j'en reparlerai aux copains, mais ça ne change pas par rapport à la situation actuelle sur le plan
sur le plan financier. Et on obtient ce qui n'est pas dans les ordonnances, je vous l'accorde, puisque ce n'est pas dans le projet de loi d'habilitation, mais ce sera en début d'année, un retour à, pas tel qu'on l'aurait conçu à 100%, mais retour à la liberté de désignation du délégué syndical. Je vous rappelle, mes camarades, que c'est une revendication qu'on a depuis 2008, depuis les questions de représentativité, que c'est un vieux débat dans le mouvement ouvrier. Qui désigne le délégué syndical? Je parle bien du délégué syndical. Nous, on a toujours considéré, je rappelle que c'est un des seuls points que n'ont pas obtenu nos anciens en 1936, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, on a toujours considéré que c'était aux adhérents du syndicat de choisir leur délégué. Et les patrons, et d'autres syndicats également, eux pensent que non, le délégué syndical, il doit être issu d'une manière ou d'une autre d'une élection de la part de l'ensemble des salariés, compris ceux que Jaurès appelait les coucous, à savoir les non-syndiqués. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, pour désigner un délégué syndical, il faut faire 10%, et il faut que celui ou celle qu'on veut désigner comme délégué figure sur la liste, soit candidat, et qu'il fasse 10% sur son propre nom. Et que si pour une raison ou une autre, il ou elle quitte l'entreprise, il faut prendre le suivant sur la liste, et encore le suivant. Et que pour arriver à désigner quelqu'un qui n'a pas été candidat, il faut s'accrocher aux manches, comme on dit. Ben là, demain, les choses seront différentes. Si on a, par exemple, il faudra toujours faire 10%, mais si on a, par exemple, 3 élus, si ces 3 élus, mais ça c'est le travail du syndicat, disent tout de suite, nous on ne veut pas être délégué syndical, eh bien on pourra désigner tout de suite qui on veut comme délégué syndical, y compris qui ne soit pas candidat. Au passage, on a tous intérêt à faire ça, ça fait un mandat de plus dans l'entreprise, hein. Il y aura les élus plus un délégué syndical. Voilà, ça c'est les points les plus importants positifs. Qu'est-ce qu'on bloque? Ben, on bloque par exemple le fait que pour les plans sociaux, au-delà de 10, vous savez qu'aujourd'hui, au-delà de 10 licenciements, il faut faire un PSE. Le gouvernement voulait le monter à 30. Ça reste à 10. On bloque le fait qu'au-delà de 50 salariés, pour une entreprise, le patronat voulait qu'on puisse négocier sans les syndicats jusqu'à 300 salariés. Que pendant une très longue période de discussion, le gouvernement restait à 150. Ça veut dire qu'en dessous de 150, on pouvait discuter sans les syndicats. On finit par obtenir à la fin que au-dessus de 50 salariés, il n'y a que les syndicats qui peuvent discuter. Par contre, en dessous, il y a un problème avec le référendum, y compris recours possible au référendum dans les entreprises entre 11 et 20 salariés. C'est d'ailleurs un des points sur lesquels nous travaillons en ce moment pour voir si on peut ester en justice. Deuxième point sur lequel on envisage notamment, il y aura peut-être d'autres, d'ester en justice, c'est sur la suppression d'ICHSCT. J'y reviendrai. Donc, mais on bloque le fait qu'au-dessus de 50 salariés, on puisse court-circuiter les syndicats, discuter sans les syndicats. On bloque le fait que toutes les questions de prévoyance soient renvoyées à l'entreprise. On conserve ça au niveau de la branche. Et après, il y a tous les points sur lesquels on est en désaccord. Et ils sont nombreux, mes camarades. Ils sont nombreux et on l'a toujours dit. On a des points là-dedans de désaccord importants sur les ordonnances. L'équilibre n'y est pas, c'est évident. Parmi ces points, il y a quoi? Il y a la fusion des institutions représentatives du personnel. On est en désaccord là-dessus, notamment pour plusieurs raisons, à la fois la suppression du CHSCT. Il y aura une commission hygiène dans les plus de 300, mais ce n'est plus un CHSCT. Aussi parce qu'il y a une réduction du nombre de délégués. Aussi parce que sur le volume horaire, on risque d'avoir des délégués surbookés demain qui seront élus et qui vont traiter de tout en même temps. Alors donc même s'il y aura des négociations dans les entreprises, etc., l'inquiétude que j'ai, je le dis clairement, c'est notamment dans les entreprises moyennes, où les négociations seront difficiles sur le nombre de représentants syndicaux. On n'est pas d'accord sur la modification du périmètre de l'international au national, même si les choses n'étaient pas aussi évidentes que ça. On n'est pas d'accord sur la question du plafonnement des indemnités prud'homales, tel que c'est prévu, même si, là encore, moi je vous fais un pari. Dans 2 ans, vous avez les patrons qui vont se plaindre. Pourquoi ils vont se plaindre? Parce qu'on a obtenu qu'il y ait des dérogations au plafond, en cas de harcèlement, en cas de discrimination, en cas de non-respect des libertés fondamentales. Et vous allez voir ce qui va se passer. Les avocats vont conseiller les salariés pour aller attaquer sur ces questions-là. Elles seront beaucoup plus dures à résoudre que les autres questions. Mais on avait aussi là-dessus des désaccords. Bon, je ne vais pas faire la liste dans le détail. On a publié notre analyse complète des ordonnances article par article et on voit très bien que sur une grande partie du texte, on est en désaccord. Donc mes camarades, à partir de là, on n'est pas maso. Si on demande le retrait global des ordonnances, ça veut dire qu'on demande le retrait de ce qu'on obtient aussi. Il faut être sérieux. Quand le Parlement de FO se réunit, ce qu'on appelle le Comité confédéral national,
Il a débattu. Vous avez pu être témoin de certaines choses dans la presse même. Comité confédéral national débat. Qu'est-ce qu'il dit dans sa résolution sur cette question-là? Un, il reconnaît, et on les remercie, quand je dis je, c'est le bureau confédéral, parce que je n'ai pas travaillé tout seul là-dessus, hein, ça n'existe pas les gens qui travaillent tout seuls dans le syndicalisme. Reconnaît le travail fait par le bureau confédéral pendant tout l'été. Bah. Deux, qu'il y a des choses inacceptables, effectivement, et c'est vrai, dans les ordonnances, et ces choses inacceptables, on en demande le retrait. Ça ne veut pas dire le retrait global. Chers camarades, des fois, je suis un peu surpris. Je vous l'accorde. Moi, je dis les choses, hein. Je ne connais pas la langue de bois. Quand j'entends des fois des copains qui disent « Oui, mais l'esprit du CCN, c'est pas là. » Une résolution, c'est une résolution, mes camarades. On vote un texte où on l'applique. Si maintenant on doit faire des commissions d'interprétation des résolutions et convoquer les esprits, on va faire des résolutions vaudou. On va convoquer... Moi, je ne savais pas qu'on avait... autant de partisans de l'esprit des lois de Montesquieu. L'esprit, et encore, c'est tout à fait autre chose. Je rappelle que c'était au XVIIIe siècle, ou qu'on avait recours au spiritisme. Une résolution, c'est une résolution. Et en ce qui concerne le bureau confédéral, et c'est normal, on applique les résolutions. On applique les résolutions, vous l'avez bien vu, il y a eu une réunion intersyndicale, on a été aussi mandaté pour organiser dans l'unité d'action la plus large possible une journée de mobilisation avant la ratification des ordonnances. Nous avons proposé aux autres syndicats le 16 novembre. Le 16 novembre, il y aura une journée de mobilisation, manifestation, rassemblement avec des grèves à l'appel de plusieurs syndicats. Nous respectons le mandat. Mais le mandat, ça vaut pour tout le monde, mes camarades. Sinon, c'est plus le fédéralisme, c'est le bordel, d'une manière ou d'une autre. On est attaché au fédéralisme, parce que c'est notre façon d'être. C'est notre liberté, le fédéralisme. Mais le fédéralisme, ça ne veut pas dire chacun fait ce qu'il veut. Sinon, demain, on n'est plus une confédération, on est une juxtaposition de structures autonomes. Hein, et on fera une coordination à la Tartampion. Hein, donc, on débat, et quand on arrête un texte, on l'applique. Ça fait partie tout simplement de ce que j'appelle la démocratie syndicale. Donc oui, il y a des éléments inacceptables dans ces ordonnances. Et bien, ces éléments inacceptables, on en demande le retrait, comme on demande le retrait de la loi El Khomri et d'autres lois d'une manière ou d'une autre. Maintenant, sur les dossiers à venir. Écoutez, mes camarades, sur les dossiers à venir, formation professionnelle, assurance chômage, apprentissage, on commence les discussions. Sur la formation professionnelle, là encore, il y a des têtes de gondole de dresser. Mais ce n'est pas encore arrêté complètement. On va d'ailleurs vraisemblablement avoir une négociation interprofessionnelle sur la formation professionnelle entre les confédérations syndicales et le patronat, avant d'avoir un projet de loi. Là, on n'est plus sur des ordonnances, on est sur un projet de loi global qui devrait regrouper pour le gouvernement la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Au printemps, projet qui devrait être fait au mois d'avril à peu près. Bon. Sur la formation professionnelle, on a expliqué plusieurs choses pour le moment. Et on commence là aussi à mettre nos lignes rouges. Vous savez que régulièrement on lit dans la presse que la formation professionnelle c'est 32 milliards d'euros, globalement. Et que certains disent 32 milliards d'euros c'est le fromage des syndicats et du patronat. Attendez, il faut arrêter les conneries. Hein. 32 milliards d'euros, les OPCA dans les branches en gèrent grosso modo 6 milliards. Tout le reste, c'est qui? C'est l'État, les entreprises, les administrations, les régions, etc. Je ne sais pas exactement ce que voudront faire encore le gouvernement, mais on a par exemple expliqué que nous, on tenait à conserver la mutualisation dans les branches, pour ce qui nous concerne, syndicats, patronat, qu'on était contre tout ce qui serait désintermédiation en termes bancaires sur la formation professionnelle entre le salarié et l'organisme de formation. Certains évoquent l'idée que demain, chaque salarié aurait un compte personnel qui pourrait être monétarisé. Et puis, les salariés iraient tout seuls voir les organismes de formation. Vous imaginez, je dis n'importe quoi, qu'un salarié dit « Voilà, j'ai 5 000 euros de disponibles », bah, tous les organismes vont lui proposer les formations à 5 000 euros, hein, c'est évident. Donc ça, c'est hors de question. Que les salariés aient un compte personnel, oui, mais ce qu'on ne veut pas, mes camarades, c'est un compte individualisé. Ce n'est pas une question de sémantique. Quand on est salarié, on a un compte personnel à la retraite. Mais ce compte personnel à la retraite, il est garanti collectivement. C'est pareil pour l'assurance chômage. On a un droit individuel qui est garanti collectivement. Eh bien, ça doit être pareil dans la formation professionnelle. On doit avoir un droit individuel garanti collectivement, ce qui n'a rien à voir avec une individualisation
des droits, bien entendu, sur ce point sur lequel on serait en désaccord. Donc on va voir ce que ça donne, on verra la négociation avec le patronat. Assurance chômage. Rappelez-vous, pendant la campagne, c'était l'étatisation de l'assurance chômage. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils en sont. Moi, je sais où on en est. D'abord, il y a un problème. C'est le financement du système d'assurance chômage. Je rappelle que c'est un système, j'ai pu dire qu'il est géré paritairement, parce que Pôle emploi, entre nous, c'est déjà l'État qui gère. On a les uns les autres, syndicats, patronats, des strapontins Pôle emploi. Mais qui gère Pôle emploi? C'est l'État qui gère Pôle emploi. Et je vous rappelle d'ailleurs au passage que la seule confédération à s'être opposée à l'époque à la mise en place de Pôle emploi, c'était nous, que les autres ne s'y sont pas opposés. Qu'est-ce qui nous reste comme responsabilité aujourd'hui dans l'assurance chômage? Une responsabilité importante, par délégation de l'État, confère le Code du travail. On est en situation de négocier la convention d'assurance chômage. Ça veut dire le niveau de l'indemnisation des chômeurs et le niveau de cotisation, chez les salariés comme dans les annexes, chez les intermittents, etc. Ça, c'est notre responsabilité syndicat-patronat aujourd'hui, depuis 1958. Et ça, on y tient, mes camarades. On y tient pourquoi? Parce que ça fait partie de notre attachement au paritarisme. Le paritarisme, ça doit concerner tout ce qui est autour du contrat de travail. C'était vrai hier dans la Sécu, ça ne l'est plus. C'est vrai encore un peu dans l'assurance chômage, mais juste pour la convention, plus pour la gestion des organismes. C'est vrai pour une partie de la formation professionnelle ou du 1% logement. Mais le champ du paritarisme, c'est fortement restreint. Parce que ça fait partie du contrat de travail des salariés. Parce que c'est ce qu'on appelle notre salaire différé. La justification qu'on négocie, c'est quoi? C'est le mode de financement. C'est un mode de financement jusqu'ici basé sur la cotisation salariale, par patronale. Or là, il y a une volonté, ça a été décidé d'ailleurs, de faire sauter la cotisation salariale pour la remplacer par de la CSG. Je ne vous rappelle pas ce qu'est la CSG, notre opposition à la CSG, puisque c'est un impôt que ça va renforcer le rôle de l'État dans la gestion du système. Mais demeure la cotisation patronale de type traditionnel. Nous, on veut encore demain pouvoir négocier les conventions d'assurance chômage. Que les indépendants et à un moment donné veulent une couverture chômage, pourquoi pas, c'est leur problème. Mais on ne veut pas qu'il y ait de mélange entre les indépendants et les salariés. Et qui va payer la couverture des indépendants? Qui, à un moment donné, quand vous les interrogez, ils disent « Ah ben nous, on n'en veut pas », ou « Nous, on ne peut pas payer », ou « Nous, on est couvert par ailleurs ». Quel est le fait générateur qui fait qu'un indépendant a droit à l'assurance chômage? Pas aussi simple que ça. Pareil pour les démissionnaires. Donc nous, ce qu'on demande, on verra, on n'en sait pas plus pour le moment, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse continuer à négocier, syndicats, patronat, en ce qui concerne les salariés, conserver un système assurantiel concernant l'indemnisation et les prestations des demandeurs d'emploi. Au passage, apparemment, la garantie que Pôle emploi restera un opérateur national, y compris par rapport aux velléités ici ou là des régions de vouloir régionaliser Pôle emploi. Pôle emploi resterait, tant que ce n'est pas fait, soyons prudents, un opérateur national. Donc on verra, voilà les dossiers qui sont en cours. Après, il y a d'autres motifs d'insatisfaction et de colère aujourd'hui. Il y a, qu'est-ce qui va se passer sur la sécurité sociale? La CSG est là aussi renforcée. On supprime les 0,75% de cotisations ouvrières qui correspondent aux indemnités journalières aujourd'hui. On sait déjà qu'on est dans un système, notamment en matière d'assurance maladie, plus que dans les autres systèmes, mais ça, c'est l'effet de 95. Je vous rappelle que les conflits de 95, on a gagné à l'époque sur les régimes spéciaux, mais on n'a pas gagné sur l'assurance maladie. Donc les réformes Juppé de 95 se sont appliquées dans le domaine de l'assurance maladie. Et qu'aujourd'hui, dans l'assurance maladie, vous le savez bien, il n'y a plus de conseil d'administration, ce sont des conseils et non plus des conseils d'administration, et que le poids que nous avons les uns et les autres, syndicats, patronats, dans ces mêmes conseils, n'a plus rien à voir. Que les politiques d'austérité se sont imposées à la sécurité sociale comme elles s'imposent aux hôpitaux publics, on le voit très bien avec les objectifs nationaux de dépenses d'assurance maladie trop courts. On veut favoriser l'ambulatoire dans l'hôpital, c'est bien, mais favoriser l'ambulatoire, ça suppose de gros investissements, et l'hôpital n'a pas assez de moyens pour investir. Donc l'hôpital, comme l'ensemble des services publics, sont pressurés et sont sous la contrainte de l'austérité budgétaire qui est suivie dans notre pays comme dans les autres pays. Donc il y a ce problème du service public. Nos camarades fonctionnaires se sont mobilisés le 10 octobre, ils doivent se revoir prochainement, le 26 octobre, les fédérations de fonctionnaires. On verra
la décision qu'il prend, ce serait pas mal s'il venait le 16 novembre, par exemple. Mais bon, on verra, c'est à eux de décider s'ils veulent rejoindre ou pas le 16 novembre, puisque le 16 novembre, c'est aussi, je vous renvoie à la déclaration commune des organisations syndicales, c'est par rapport aux mesures qu'on considère inacceptables des ordonnances, c'est aussi par rapport à la protection sociale, c'est aussi par rapport aux services publics, c'est aussi contre une politique d'austérité, c'est aussi ce que demandent et qu'ont rappelé tout à l'heure nos camarades des syndicats étudiants sur l'accès à l'université, les problèmes de prérequis ou autres. Donc c'est toutes ces questions-là qui sont posées sur la table le 16 novembre et dans les manifestations le 16 novembre prochain. Alors mes camarades, c'est un ensemble. On est dans une situation globalement qui n'est pas facile. Qui peut prétendre le contraire? Quand je dis on, je ne parle pas de FO. Hein. C'est vrai en France, c'est vrai dans tous les pays européens, c'est vrai même au-delà de l'Europe. Personne ne peut pas prédire que demain une autre bulle va éclater, on ne sait où, ou en Chine ou aux États-Unis, et que si une nouvelle bulle financière éclate, comment cette fois-ci on pourra soutenir, comme ils l'ont fait la dernière fois, les banques, parce que c'est quand même les budgets publics qui ont aidé le secteur bancaire, non pas les camarades qui travaillent dans les banques, mais le secteur bancaire d'un moment donné. Tout ça n'est pas réglé d'une manière ou d'une autre. On est bien dans une course au capitalisme. Le rôle d'un syndicat, dans ce contexte, à la fois, c'est de militer de plus en plus au niveau européen et au niveau international, et je sais que la FEC est engagée depuis longtemps en ce qui la concerne, comme d'autres fédérations, comme la Confédération dans les actions européennes et internationales, mais c'est aussi au niveau national de discuter, de concerter. Là, on a deux jambes, nos camarades. D'abord, on discute. Si on ne veut pas discuter, si notre acteur ne veut pas discuter, ben on l'envoie bouler et on manifeste tout de suite. Mais à partir du moment où on peut discuter, on peut concerter, on joue notre rôle de syndicat qui est de faire bouger les lignes au maximum. Après, on regarde. Mais on ne décide pas de mobiliser avant d'avoir discuté. Sinon, ça ne s'appelle plus du réformisme, ça s'appelle de la contestation pure. On est à la fois réformiste, ça ne veut pas dire qu'on est contestataire, mais réformiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire on discute, on négocie et on mobilise quand on a décidé de mobiliser. Ça fait partie, mes camarades, de notre liberté de comportement. C'est pas... vous savez, je vous le dis tout à l'heure, mais souvent les journalistes me disent « Ouais, mais vous allez faire quoi, FO ?» Ah, les autres, on sait, il y en a qui contestent tout le temps, puis il y en a qui signent tout. Et vous, on ne sait jamais. Ben, Gino, nous, on est libre. Ça dépend. Ça dépend du contexte. Quand on est d'accord, on le dit. Et si c'est une négociation, quand on est d'accord, on signe. Et si on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Et quand on ne signe pas, on combat. D'une manière ou d'une autre, ça fait partie de notre liberté de comportement. C'est ce qui nous rassemble, mes camarades. Pour être clair, il ne doit jamais y avoir d'axe FO CGT. Il ne doit jamais y avoir d'axe FO CFDT. Il n'y a qu'un seul axe qui vaille. C'est l'axe FO-FO. Il n'y en a pas d'autre, mes camarades. Sinon, on perd ce que nous sommes. Après, au fil du temps, au fil des dossiers, eh bien, de temps en temps, c'est une unité d'action avec l'un ou l'autre. On discute, nous, on n'a pas de parti pris. On discute avec ceux qui veulent discuter. Et l'unité d'action, il faut que ce soit sur des bases claires, ce que l'on dit depuis tout le temps. Il n'y a aucune raison que ça change. Libre de notre comportement, c'est ça, mes camarades. C'est nous qui décidons, et personne d'autre. Mais dans le respect de nos statuts, et ça concerne tout le monde. Et une indépendance, mes camarades. L'indépendance, c'est un élément essentiel de notre organisation. C'est quoi l'indépendance syndicale? Oui, c'est l'indépendance par rapport aux partis politiques. Ah, au passage, on m'a expliqué ce qu'avait dit le premier adjoint de la maire de Lille ici au Congrès. Ah, il est gonflé, le mec. Hein. L'indépendance, il ne sait pas ce que c'est, lui. Ça, c'est autre chose. Enfin, s'il vient ce soir, Serge, ah ben, je vais pouvoir le voir, alors. Il a oublié ce qui s'est passé en 82 avec les lois Auroux. Il a oublié 2001. Il a oublié les conditions de mise en place des 35 heures. Bon, allez, faites pas attention, il est aigri, il a perdu les élections. Vous savez, c'était le candidat à la région. Bon, alors, il a le droit d'être aigri. Mais ceci étant, il n'a pas le droit de dire des conneries. Et ça, je saurais lui dire ce soir. Parce que l'indépendance syndicale, c'est ça. Moi, je ne me permettrai pas de juger la gestion de la mairie de Lille ou de Paris, etc. Parce que ça n'est pas de notre responsabilité. Et moi, je n'autorise pas un politique, quel qu'il soit, lui ou un autre, à donner des conseils ou à se mêler de ce que l'on fait. Chacun dans son rôle. On a des contacts démocratiques avec les partis politiques, au moins démocratiques. Mais on ne confond pas les gens. L'indépendance, c'est ça. L'indépendance, c'est votre respect individuel, mes camarades. On ne vous a jamais demandé si vous étiez adhérent quelque part politiquement. On ne vous a jamais demandé si vous étiez catholique, musulman, bouddhiste, mécréant. On s'en fout.
Notre règle, par contre, c'est quand on est dans l'organisation, on ne fait pas référence si on a des attaches politiques, on ne fait pas référence à nos opinions privées. C'est ça qui nous rejoint. Parce que chez les travailleurs, il y a tout, mes camarades. Et on n'a pas à faire le tri entre ceci, cela. Et je vous le dis clairement, ça, c'est un élément clé. La liberté de comportement, l'indépendance du syndicat. Il n'y a pas de gourou. Chez les syndicalistes, Blondel le disait, mais il n'y en a pas chez les politiques non plus. Y compris quand quelqu'un comme Mélenchon nous donne des leçons, qui reste dans son rôle politique, n'a pas de leçons à recevoir de lui, pas plus que du premier adjoint de Lille ou de la maire de Lille. Nous, on ne fait pas de la politique politicienne. Nous, vous, comme moi, comme tout le monde, on a notre cap, on a nos positions, on a nos revendications. Ça, on les arrête dans nos congrès, dans nos instances. C'est le cap que nous suivons. Après, moi je dis toujours, j'ai jamais fait de bateau, mais bon, mais je suppose que les marins, quand ils ont un cap, ils le suivent et après, en fonction du vent, l'itinéraire peut changer. Eh bien oui, on a un cap. Et après, on regarde, c'est le réalisme aussi, en fonction de la situation, ce qu'on doit faire, ne pas faire, etc. Mais le cap, on doit le garder. Et ce cap, c'est la liberté, ce cap, c'est l'indépendance. C'est ce qui nous rassemble. Et si l'on veut demain, et j'en terminerai là, si l'on veut demain, mes camarades, être encore plus fort qu'on ne l'est, ce n'est pas par la posture qu'on règle ça. Il n'y a qu'une seule réponse à ça. La seule réponse, mes camarades, c'est le développement de l'organisation. Dans le privé, elle est où la différence entre nous, la CGT et la CFDT? C'est que quand vous avez 100 élections dans le privé où il y a au moins un syndicat de présent, CGT et CFDT sont présents dans 45 élections, nous dans 32. Faites le petit calcul. Si on était nous aussi présents dans 45 entreprises, on serait peut-être les premiers en calcul. Parce que là, on est aussi bon, voire meilleur qu'eux. Alors le développement, c'est pas seulement une question de patriotisme, qu'on se comprenne bien. Si l'on veut peser demain plus qu'on ne pèse aujourd'hui, et vous le savez, ça vaut dans l'entreprise, comme dans la branche, comme dans le département, comme au niveau interprofessionnel. À un moment donné, c'est combien de divisions? Et ça passe, mes camarades, à la fois par le développement du nombre d'adhésions et par le développement de nos implantations le plus possible. Alors, je sais bien, hein, fédéralisme, c'est un élément essentiel. Ça préserve la liberté des uns et des autres. Maintenant, je dis souvent, moi, mais on fonctionne au diesel et on n'a pas encore trouvé le turbo. Hein? Donc, il va falloir passer à une étape supplémentaire. Ça commence, ça vient. Le développement, c'est le nerf de notre avenir demain. Chers camarades, on peut avoir les meilleures positions du monde. Si on n'est pas nombreux pour les soutenir, ça restera dans les tiroirs. Si demain, on arrive à se développer sérieusement, et si on peut être un jour la première organisation, on n'aura même plus besoin de faire d'intersyndicale, on décidera tout seul. Vive la Fédération des employés cadres et vive la Confédération générale du travail, force ouvrière.